On rentre gentiment dans l'hiver, c'est la saison des raclettes. C'est ça, On a fait une bonne hier, Pascal. le meilleur plat du monde. C'est bien passé? Bah non, après j'ai fait des cauchemars, c'était dur. C'est lourd à la digestion, mais on peut pas rentrer dans ce genre de détails. C'est trop dur. C'est trop dur. C'est vrai qu'avec le temps, ça devient plus compliqué de digérer. Peut-être c'est un plat qu'il faudrait faire uniquement à midi. Oui, Je sais pas ce que tu complètement. penses. Complètement, c'est ça. Mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que là, on est dans cette période terrible. En fait, c'est une espèce de prise en ciseaux parce que tu es encore sur la mémoire du mois de juillet, du mois d'août. Il fait beau, les gens sont cool, tout le monde est de bonne humeur. Donc, il y a un effet de groupe sur le bonheur d'être ensemble, d'être à la vie et tout. Et là, tout d'un coup, en une semaine, tu as l'école qui recommence, tu as la pluie qui arrive, faut bientôt mettre les pneus d'hiver, c'est fini. Si tu veux, tu n'as plus d'espoir et tu dois tracer, tu dois te faire violence et te remettre à bosser. Alors moi, j'aime beaucoup cette période parce que je pense que c'est là que les grands entrepreneurs, ils font la diff, d'accord? Ouais, ouais. Ce sont il n'y a jamais de situation où l'espoir est réellement absent, mais en fait, dans la tête de la plupart des gens, c'est un moment où il n'y a pas énormément d'espoir. Et c'est là que nous, on fait la différence. Parce que maintenant, toi, tu es dans un vaisseau spatial, t'as pris ton billet pour Neptune. Et nous, on travaille comme des dingues. Et c'est là qu'on fait la diff, qu'on creuse. C'est vrai. C'est vrai, c'est là que. C'est quand tout le monde est déprimé. Nous, on grind. Mais tu vois, c'est vrai que ce week-end, je regardais des gens, tu sais, il faisait super beau samedi. Hein? Et en baladant et tout, tu vois, tu as des gens, ils sont torse nu, t'en as, ils sont habillés d'une certaine manière, un peu à un moment donné, et tu te dis, enfin, je regardais les gens, je me dis, à lui, je le verrais bien à Venise, tu sais, aux États-Unis. Mhm. L'autre, je la verrais bien à Barcelone. L'autre, je la verrais bien à Londres. Et tu te dis que c'est vrai qu'on on se force, je pense, des fois à vivre à des endroits qui ne correspondent pas. Tu vois, là, on parle du temps, de la température, de la pénombre quand tu es Mhm. revenu de Rome. Et en fait, je me suis jamais dit, enfin, j'arrive pas à, à me dire pourquoi on est autant attaché à un endroit où on se plaint toujours, en fait. Mhm. Je sais pas si tu as déjà eu cette réflexion. Bien sûr, mais en fait, moi, j'aime bien vivre dans des endroits où il y a justement cette espèce d'immense diversité. Où en fait, tu vois des gens, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils fichent là? Pour moi, c'est très angoissant quand tu es un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, dans un village de hobbits où tout le monde a un peu le même, la même énergie. Je trouve ça pas très rigolo. Bah, typiquement, New York, c'est pas tellement comme ça, quoi. New York, c'est vraiment, il y a le monde, c'est une ville-monde. Paris, un peu aussi. J'aime bien les endroits qui sont comme ça, extrêmement bigarrés d'hiver, parce qu'ils sont en général plus riches, plus intéressants. Alors qu'on va dire, alors là, il faut faire attention, il faut vexer personne, mais si tu vas dans un petit village à la campagne, Ouais, enfin, c'est pas, il faut pas faire trop de clichés, mais quand même, il y a un contrôle social un petit peu plus grand. En fait, tout le monde sait qui est qui. Il y a une historique qui remonte sur 2 générations. Tu vois, il y a tout ce truc de la lignée, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas de cheveux qui dépassent. Et puis, c'est pas une attaque personnelle, Younes. Faut pas le prendre mal. Mais moi, perso, je suis pas très friand des endroits qui sont trop homogènes. Donc, ouais, j'aime bien quand il y a des gars, tu te dis, tiens, il devrait être à Miami, celui-là, puis etc., etc. C'est assez plaisant. ouais, je pense que c'est bien, ça ramène une diversité. Mhm. Tu te dis, ouais, tu te dis, tu as des personnes qui se forcent à vivre à un endroit alors qu'elles seront tellement mieux ailleurs. Mais bon, c'est aussi pour ça que c'est fait les vacances. Puis il y en a quand même des bonnes conditions en Suisse, hein. Mais oui, c'est quand même un très chouette pays. Et je dois dire que moi, à titre tout à fait personnel, hein, j'ai un immense plaisir en fait à ce passage des saisons. Et là, on peut dire qu'il a été rude, hein. Jeune fédéral, tarte aux pruneaux, fin de l'été, pluie, froid. Oh, oh, oh. Et ça m'amuse beaucoup. Un truc que je regarde depuis des années, par exemple, c'est le comportement des gens, des conducteurs, des gens sur la route. Et en fait, en fonction des saisons, tu vois en fait des comportements qui sont différents. Les gens, en moyenne, me semble-t-il, sont un peu moins énervés sur la route au printemps et en été
qu'en automne enfin, l'automne, c'est le pire parce que l'hiver, bon, allez, s'il y a un peu de neige qui fait froid, ils sont un peu calmés. Mais l'automne, c'est il faut aller vite, il faut se pousser, il faut cesser d'exister. Et voilà, après, les routes sont grasses, c'est bing bing. Et puis, ça fait la fortune des carrossiers. Donc, pour les carrossiers, c'est excellent moment. T'es carrossier en automne, t'as le smile. Surtout qu'il faudra rapprocher des atomes, hein. Ouais, alors ça, c'est sûr, ouais, c'est clair. On a fait un bon petit webinaire, justement, sur votre concurrent et Tunia, et vous ne la connaissez pas. Ouais, c'était Franchement, sympa, je dois dire. on C'est bien remercie passé. celles et ceux qui ont participé. Mhm. Et puis, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion, la chance, ils peuvent le regarder en replay sur le site internet Mhm. learn.elitebrain.ch. Point AI. .ai, pardon. Non, non, .ai. tous. Et puis, ouais, non, ça c'est bien. Et puis un autre truc que je demanderai à la communauté, c'est de s'abonner et puis de liker. En fait, ça nous aide beaucoup. Maintenant, il faut qu'on fasse décoller en fait cette chaîne et qu'on monte en volume. Ce sera chouette. Alors, ok, ne mentons pas. Même si ça décolle pas et que ça monte pas en volume, on va quand même continuer maintenant que Younes est dans l'espace. On peut pas le laisser tomber. Ah, c'est vrai qu'on a souvent ces commentaires, oui, avec la qualité des contenus et tout. Comment ça se fait que vous ayez aussi peu de vues? Ouais, parce que c'est le début, c'est pas. Alors, les gens qui veulent nous aider à ce qu'il y ait plus de contenu et plus qu'on puisse continuer, il faut s'abonner, il faut liker, et il faut faire tourner, quoi, faire tourner au contact WhatsApp, etc. Ça nous aide beaucoup. Une autre chose, je sais pas si tu es ready, mais toi, tu organises le CIS à Genève, Ouais, je suis en plein dedans. Donc, hein? le Ça se prochain. passe. Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. On a finalisé ensemble un peu la thématique pour l'année prochaine. Donc, ça aura lieu le 5 février à Genève, et donc le Corporate Innovation Symposium. Et est-ce qu'on peut balancer le thème, tu penses? Le spoiler? Oui, bien sûr. Oui, oui, c'est l'idée. Donc, cette année, on va aborder un peu les choses d'une manière un peu différente. Et ça va en lien avec ce dont on parle justement dans tous nos podcasts. C'est donc l'innovation, mais cette fois destructrice. Donc, on est arrivé dans une période, en fait, où je pense que c'est important de choisir les bons mots. Et on parle souvent de l'IA, on parle souvent des autres technologies, les montants qui sont investis. Et là, en fait, on voit qu'en Europe et aussi en Suisse, hein, on n'est pas épargné. Que Mhm. si on ne prend pas le taureau par les cornes et puis on ne se réveille pas pour innover, pour développer nos propres produits et investir suffisamment, euh, ça va être un tsunami parce que, enfin, on le voit juste avec les softwares, comment ils ont bouffé le monde. Alors, l'IA, ceux qui s'y préparent pas, ceux qui se mettent pas dedans, ça va être un carnage. Donc là, je parle surtout des entreprises, hein, des particuliers, enfin les privés, on en a déjà parlé souvent. Mais pour les entreprises, il y en a qui n'ont pas encore saisi la grandeur de la vague qui est déjà arrivée, hein. Écoute, moi je trouve que c'est un thème magnifique, peut-être pour donner un peu de contexte, parce qu'on en a parlé hier, et puis moi j'étais waouh, méga mon thème, l'innovation destructive ou trice. Chris, ouais. Trice, l'innovation destructrice. Et je trouve que c'est un excellent thème parce que, en fait, dans l'innovation, ce dont on parle souvent, il y a deux types d'innovation. À part cette nouvelle que tu viens d'inventer, tu as l'innovation incrémentale et l'innovation disruptive ou radicale. Donc, l'innovation incrémentale, c'est typiquement ce qu'on faisait chez Logitech. Tu as une souris, il faut s'imaginer, hein, tu as une centaine de personnes qui travaillent sur une souris, puis l'année prochaine, guess what, tu vas faire quoi? Une autre souris. Et puis en fait, et c'est absolument passionnant à faire, je peux vous dire, moi j'ai fait ça pendant des années, tu changes un peu la qualité des matériaux, le design, la qualité de la molette, etc., etc. Mais c'est quand même toujours une souris, c'est un produit qui marche autour d'un ordinateur, etc. Typiquement, les smartphones, que ce soit Samsung ou iPhone, ils sont maintenant dans une phase d'innovation incrémentale.
Bah voilà, Apple cette année, ils ont sorti le 17R, qui est un iPhone plus fin. Ils ont fait des évolutions de leurs iPhones précédents, donc c'est un peu mieux chaque année. En gros, tu sais que si tu prends un de l'année suivante, bah, il est en tout cas pas moins bien que le précédent, puis il est un petit peu mieux, mais tu vois pas une grosse diff. D'accord? Quoique ceci dit, c'est pas pour faire de la pub à Logitech, mais ce produit-là, tout au début, c'était moi qui étais le chef de projet pour ce design. Voilà, on n'est La pas classe, obligé de se langer des fleurs, mais il aussi classe. toujours un peu la classe, ouais. Ouais. Eh bien, Tu touches des royalties dessus ou pas? non, malheureusement pas. Mais en fait, j'en ai acquis une toute nouvelle, la MX, la Logitech MX Anywhere. Alors le nom, là, je ne sais pas qui choisit les noms, mais je vais envoyer un mail. Le Logitech MX Anywhere 3S, déjà là, bon, on est perdu. Mais la qualité du clic, 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 mais c'est quelque chose de dingue, une dinguerie de ouf. Enfin bref, donc ils font quand même des progrès, mais ça, c'est l'innovation incrémentale. L'iPhone, je dirais, c'est dans la même catégorie. Euh, Dans le software Word, Excel, c'est la même chose. Ben, Word, voilà, bon, bah, d'une année à l'autre, il y a un petit truc qui change ici, de là, mais c'est pas révolutionnaire. Et puis après, tu as des innovations disruptives, alors qui sont, elles, beaucoup plus, qui bousculent beaucoup plus les choses. Par exemple, ce qu'a fait Apple en mettant un touchpad sur son smartphone, ça a enlevé le besoin d'avoir un clavier, que ce soit un pavé numérique ou un clavier avec des lettres dans le cas du BlackBerry, et ça a permis en fait d'agrandir la taille de l'écran, ça a permis d'avoir un App Store, ça a permis de faire plein de choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc ça, c'est une innovation qui est déjà beaucoup plus disruptive. Et on le voit aussi parce qu'en général, quand il y a une innovation disruptive, les leaders industriels changent. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà plusieurs fois raconté, en fait, le patron de Nokia me disait, ben, non, non, j'ai pas peur d'Apple parce qu'en fait, ils ne pourront jamais faire un bon téléphone et Apple a fait un ordinateur de poche. En fait, le passage du clavier numérique sur le téléphone au touchpad, ça a permis d'avoir un ordinateur dans la poche qui fonctionnait bien. Même si en fait les auditeurs ils utilisaient le tout premier iPhone qui est sorti maintenant, il serait Kécho. Mais bon, ça a permis en fait ce truc-là et Nokia a disparu en tant que fabricant de téléphone. Donc en fait, il y a des disparitions en fait au moment où tu fais de l'innovation disruptive. Et puis, donc on pourrait citer plein d'exemples, la voiture versus le cheval, etc. Mais le truc qui est, donc c'est Schumpeter qui parle de ça dans les économies libérales. Il dit qu'en fait, il y a des gens qui inventent des nouvelles choses parce qu'ils ont le droit de penser. Et du coup, ces nouvelles choses remplacent les anciennes. Et maintenant, je pense, ce qui se passe avec l'IA, c'est en partie en fait une innovation disruptive parce qu'évidemment que ça change, par exemple, la manière de coder, ça peut changer les interfaces des ordinateurs, etc., etc. Mais il y a aussi le fait que comme c'est une technologie qui est horizontale, si vous voulez, le passage du BlackBerry à l'iPhone en mettant un écran, ça a touché une catégorie économique qui était les fabricants de téléphones, qui peut être assez énorme. Je pense que si tu étais chez Nokia, tu dis, mais attends, c'est le monde, quoi. Mais si on prend du recul, ben, il y a aussi l'agriculture, il y a aussi la robinetterie, il y a des tas d'autres business. Donc, en fait, si tu prends un peu de recul, tu te rends compte que voilà, c'est un secteur économique bien précis qui est touché. Mais là, l'intelligence artificielle, en fait, elle touche notre vivre ensemble, la démocratie, comment on produit des news. C'est vraiment une technologie horizontale parce qu'elle est dans tous les business. Et si on réfléchit au tertiaire, où en fait on manipule des bits, donc des informations, ça révolutionne complètement la manière de travailler. Complètement. Donc, c'est pas du tout quelque chose d'anodin. Et là, on a une technologie totalement disruptive qui, en fait, est en train d'être adoptée à très grande vitesse dans tous les secteurs économiques en même temps. Donc, ça va faire de la destruction à grande vitesse et à grande échelle. Je pense que le monde d'après, ce sera bien, mais la transition, elle va être sportive. Donc, il faut effectivement s'y mettre. C'est pour ça que je pense que tu as fait un super choix pour ton CIS. Tu sais pas encore les dates, mais c'est quand ce sera Non, non, la date, je l'ai fixée au 5 février, OK, jeudi 5 février 2026. OK, le 5 février. Donc voilà. Donc, Vous êtes les bienvenus. vous êtes complètement les bienvenus. C'est payant, mais vous êtes complètement les bienvenus. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc oui, le jeudi 5 février, mais aussi c'est que
tu parlais de l'iPhone, enfin des smartphones et tout. Et puis là, on a vu la semaine passée donc Meta, Mhm. anciennement Facebook, qui ont fait leur présentation annuelle. Et en fait, eux, ils sont à fond dans les lunettes, donc les lunettes connectées. Malgré que toutes les démos que Zuckerberg a fait en live, elles ont foiré et tout. Mais en tout cas, c'est très, très prometteur. C'est très, très prometteur. Je mettrai le lien en commentaire. Mais tu vois en fait que tu peux tout faire avec tes lunettes Ray-Ban slash Meta. Tu peux passer des appels, tu peux te guider sur la route avec le map, tu peux écouter de la musique, enfin, tu as des haut-parleurs. Même si par exemple maintenant tu es en train de discuter avec quelqu'un dehors, tu peux faire un focus et qu'il y a du bruit autour de toi, tu peux faire un focus sur la voix de ton interlocuteur. Et en fait, ça va t'enlever un peu le bruit extérieur et augmenter le son. Et du coup, tu entends beaucoup mieux la personne, tu vois. J'étais dans un resto, dans un bar, un truc comme ça. Et franchement, ça a l'air d'être super intéressant, tu vois. C'est la première fois que je me dis, waouh, tu vois, tu as un peu un truc de James Bond, un truc de super-héros. Et ça pourrait être un élément, peut-être, oui, enfin, je sais pas, hein, mais ça pourrait être une disruption par rapport au téléphone où finalement, tu vois, ils utilisaient aussi un truc pour l'anniversaire de quelqu'un. En fait, c'est d'avoir la perspective de ton anniversaire, de voir les gens qui t'entourent plutôt que toi, tu vois. Mais ça, j'ai trouvé super intelligent. Ils en ont fait aussi un pour le sport. Avec, ils ont fait tester ça les fous de Red Bull, tu vois. Le mec qui faisait de la descente, des sauts, des trucs comme ça. Et franchement, la qualité, elle est de malade, quoi. La qualité des images, le son, tout ce que tu peux faire avec, filmer en slow motion, c'est incroyable. Ah non, mais ça, c'est méga cool. Moi, on en avait parlé, hein. Je pense que de la part de Meta, c'est hyper malin. Ils ont d'ailleurs investi des sommes folles, mais ils sont en train de venir attraper ce qu'Apple fait tellement bien, c'est qu'ils nous mettent des ordinateurs partout sur le corps. Mm. Au poignet avec la prétendue montre qui est un ordi, dans les oreilles avec les AirPods qui maintenant traduisent en temps réel, comme on l'avait annoncé. Et bien sûr que les lunettes, c'est le prochain pas. D'ailleurs, nous, on a un immense edge sur tout le monde. C'est que si tu as le privilège d'avoir de bons yeux, eh ben voilà, va falloir mettre des lunettes comme tout le monde. Donc ça, par exemple, comme nouvelle, moi, je trouve hyper excitant. Je partage ton enthousiasme. Je me réjouis d'essayer. Et Ils sont c'est pas une très chers en plus. ouais, c'est une question de maturation de la technologie. Faut voir à l'usage, quoi. Si tu veux, si tu as 30 minutes de batterie, bon, Non, là, genre, c'est toute la journée, quoi. ok, ok. Ah, ouais. Mais il faut vraiment voir à l'usage et il y a des espèces de stades de maturité, puis que tout d'un coup, en fait, ça décolle, mais j'ai aucun doute que ça va venir. Et ça va donner lieu à plein d'applications complètement cool. Non, non, c'est hyper excitant, quoi. À mon avis, ça, typiquement, si tu es une entreprise qui fait des opérations au laser pour corriger la myopie, Ouais, eh ben, t'es mal, hein. Je sais ouais, pas si tu vois, c'est vrai. tu vois. Ça va pas être si simple, hein. Mais par contre, si tu es lunettiste ou lunettier ou vendeur de montures de lunettes, c'est du miel parce que tous les gens qui sont porteurs de vue, qui doivent avoir une correction de vue, ils vont venir avec leur Ray-Ban Meta et puis bim bam boum, tout le monde va venir acheter des lunettes. Ça va être la classe. Ouais, puis je pense aussi pour certains métiers et tout, genre type sanitaire, Ah, tu vois, genre, bien sûr. t'as les lunettes, tu peux lui demander de te faire une analyse où est le problème, ou je sais pas aussi si tu l'es à la maison, si t'as perdu ton porte-monnaie, que c'est plus où tu l'as mis, Oh, mais tu vas lui dire, je sais pas comment ils appellent ça, le nom du truc, mais en ouais. gros, Le tu prends changement de le vie pour moi, crédit, c'est vrai, ça fait 10 jours que je cherche mes AirPods. Je sais, je sais pas. J'ai accusé le chat, mais c'est un peu trop volumineux pour qu'il ait pu les manger. Je peux pas le soupçonner quand même. Il peut pas être la cause de tous les maux du monde. Mais oui, ça c'est clair. Mais je pense que ça va être très surprenant en fait de voir en fait le type d'innovation que ça va permettre. Moi, je pense que c'est assez cool. ouais, et puis les percussions sur les personnes. Ouais. Et en parlant de ça, donc ça, c'est Meta, ça a l'air de bien se passer pour eux. Il y a Microsoft qui, euh, Bah oui, qui galère un peu plus, et bah ça, oui.
On en parlait il y a quelques semaines encore. Et donc, tu as Satya Nadella qui a dit qu'il était un petit peu, en gros, stressé par l'IA, comme quoi aussi il doit pas mal licencier et puis que voilà, ils mettent 80 milliards par année, mais que ça risque de pas suffire tellement, on va dire, que Microsoft est construit sur l'ancien. Et c'est intéressant d'avoir cette perspective, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, si tu veux, oui, il y a un email tout à fait fameux de Bill Gates qui parlait de l'arrivée d'internet. Parce que Microsoft, c'est une société qui est née avant qu'internet soit pas forcément inventé, mais qui soit popularisé et utilisable dans les faits. Et du coup, il y a un email, comme c'est quand même quelqu'un d'extrêmement fort, hein, et il explique en fait que voilà, que internet, ça va changer le monde. Il prédit assez bien en fait ce qui va se passer, et puis il dit à ces gens, ben voilà, faut vous bouger, et il faut prendre ce virage. Ils ont quand même, Microsoft, un historique, ils ont déjà loupé le mobile. Ils avaient fait un operating system pour les smartphones, hein, pas oublier ça, aussi en collaboration avec les telcos, donc Swisscom, Vodafone, etc., etc. Ah oui, C'était un hein, ils tournaient dessus, non? Sur leur. Ouais, ouais. Et ils ont dépensé un max de sous et tout, mais ça n'a jamais fonctionné. Et donc, ils ont un historique d'avoir réussi à négocier certains virages et de n'avoir pas réussi à négocier d'autres virages. Et pour un bateau de la taille de Microsoft, c'est quelque chose d'incroyablement difficile que de prendre un virage parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, tu es à une telle taille que, que pour que le message se diffuse et que les gens se réalignent, c'est très compliqué. Et puis après, tu as aussi le fameux problème de problèmes supplémentaires. Si la nouvelle technologie fait qu'en fait, ta manière de gagner des sous ou dit plus subtilement le modèle d'affaires qui a du succès est en train de changer, ça c'est extrêmement dur parce que tu as des gens à l'interne qui pour gagner des sous aujourd'hui devraient arrêter et pour gagner des sous demain devraient arrêter d'en gagner aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a plein de contradictions, c'est le dilemme de l'innovateur et c'est vraiment compliqué. Donc, c'est pas si simple en fait de piloter un bateau. Ce qui est relativement facile, c'est de se dire, oh, ben voilà, l'IA, ça va changer beaucoup de choses, etc., etc. Mais après, d'arriver à diriger le bateau, il faut déjà savoir où tu vas aller, puis après, il faut encore que l'endroit où tu ailles, ce soit un bon endroit pour ton entreprise. Donc, pour Microsoft, ça n'est pas simple. Ça, j'ai aucun doute. D'ailleurs, ils investissent 85 milliards, donc 85 000 millions, ce qui fait quand même un gros tas de billets. En une année, hein, on s'entend, donc ils investissent massivement, mais il y a aussi une ambiance à l'interne qui n'est pas terrible parce qu'ils sont en train de virer des tas de gens pour de licencier plein de personnel parce qu'ils sont remplacés par l'IA. À mon avis, c'est pas uniquement parce qu'ils veulent faire des économies, en partie c'est ça, mais je pense que c'est aussi parce que ils ont simplement besoin d'autres profils. Ouais. Tu vois? Si tu as, mettons que nous, on soit des vieux de la vieille de Microsoft, ça fait 25 ans qu'on est chez Microsoft, on nous la raconte pas, on nous la fait pas, on sait comment ça marche. Toi, tu t'occuperais de quoi? D'Excel, par exemple? Tu serais le geek d'Excel. Moi, je serais quoi? Pauvre point? Non, j'aime pas ce programme. Word? Ça existe encore ou pas? Oui, pauvre point, ça existe. Et en fait, ben voilà, toi, tu t'occupes d'Excel, moi de pauvre point, ça génère des milliards chaque année, on se balade en jet, ta. En fait, il y a un moment où il faut virer des gens, en fait, pour permettre de prendre le virage. Parce que les gens, ils résistent à ça. Et parce qu'ils ont des peurs qui sont ancrées dans la réalité. Parce que toi, tu vas dire, mais non, attendez, Excel, on gagne de l'argent comme ci, comme ça, vous pouvez pas faire ce changement, c'est beaucoup trop dangereux. Après, tu as ton modèle de distribution, les partenaires, etc. Donc, en fait, c'est très facile de dire à Satya Nadella, ouais, mec, en fait, c'est facile, l'IA, on a tous compris. À faire, c'est hyper difficile. Et probablement que s'il a fait un article comme ça, c'est pas qu'il a peur. Genre, il se lève un matin, il se dit, waouh, j'ai peur. Faut que je me confie à un journaliste. Tu vois, c'est pas qu'il a peur. Il gère ça et qui s'est dit, ben, lui, il doit communiquer aux investisseurs, il doit communiquer aux employés Ouais. et il doit communiquer aux partenaires. Et à mon avis, c'est un message qui est adressé aux employés et aux partenaires en premier. Parce que les employés, quand le grand patron de cette boîte, il te dit, bah, moi, j'ai vraiment peur qu'on disparaisse, tu vas être un peu plus souple pour dire, bon, bah là, OK, ils ont
ils ont coupé ce bureau, ils sont obligés, ça crée une ambiance de réinvention et de nécessité de réinvention. Et puis, il ne faut pas oublier que Microsoft, une des grandes forces qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ont un modèle de distribution avec des partenaires. Et moi, je pense que ça, c'est le problème principal qu'ils ont parce que dans l'informatique, en fait, la taille ou le type de partenaire, il est très différent avec l'IA. Ouais. Parce qu'avant, ben voilà, les partenaires Microsoft, c'est des mecs qui installaient Windows et puis qui configuraient SharePoint et ce genre de trucs. Puis ça, à mon avis, ça va un peu disparaître avec l'IA. Nécessairement. Et du coup, ça doit pas être si simple. Alors, le réseau de partenaires, c'est une grande force qu'ils ont commercialement. Mais je pense que c'est l'exercice que fait Satya Nadella, ça va être décrit dans les livres de management et les livres d'histoire, parce que qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, ça va être un cas hyper intéressant. Moi, je pense qu'il a une difficulté, c'est que l'avenir, ça appartient, à mon avis, aux entreprises qui savent mêler les bits et les atomes, c'est-à-dire comme Google, ils savent faire de l'infrastructure, des téléphones et du software, ou alors comme Meta, qui en fait des réseaux sociaux, donc du software, et qui se met à faire des lunettes parce qu'ils veulent quelque chose de matériel. Et je pense que si tu arrives à faire les deux, en fait, tu gagnes. Apple aussi. Mais voilà. Donc, je pense qu'ils ont du mal, Microsoft, parce qu'ils n'ont jamais réussi à faire de hardware. Ouais, bah, enfin, le hardware, ils ont quoi, la Xbox dans les jeux vidéo, quoi, dans le gaming. Ouais, Mais mais c'est pas du hardware au sens où tu interagis physiquement avec. Un téléphone, tu l'as dans la poche. Des lunettes de Meta, tu les as sur le visage. Une Xbox, elle est sous un bureau. Tu la vois pas. En fait, si tu regardes, ils font des PC, en fait, hein, le Microsoft depuis des années, et des tablettes, mais ça, ah, ouais. Et surtout qu'ils ont bâti leur empire sur tout ce qui est antitrust, en fait. Ils ont battu sur... Non, mais c'est vrai, ils ont eu ce monstre procès, je sais plus, dans les années. ouais, mais ils les ont tous eus. Ça, si tu veux, c'est un bon problème à avoir. Tu deviens tellement géant et tellement grand qu'en fait, on réfléchit à te couper en morceaux Lui, il parce avait que été c'est fini, condamné. hein. Il avait été condamné, Bill Gates et tout. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un bon problème à avoir, hein. Le jour où tu as un procès antitrust, Ah oui, c'est un bon problème, mais je dis en fait, c'est qu'ils ont réussi à bâtir leur empire là-dessus et que c'était impossible de laisser d'autres personnes, d'autres boîtes émerger. Ils faisaient aussi du vaporware, c'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient quand ils voyaient qu'il y avait une belle boîte qui avait un projet assez intéressant, pour la tuer, ils annonçaient que eux aussi allaient se lancer dans le domaine et qu'en fait, après, ça décourageait les investisseurs et puis ils ont tué plein de boîtes là-dedans. mhm. Là, maintenant, il y a plus de libéralisme et ça va être compliqué pour eux, justement, Ouais. de pivoter. Et Mais, puis, mais ce qu'il y a aussi, si tu veux, c'est qu'ils ont un désavantage Microsoft par rapport. Alors, c'est à la fois un désavantage et un inconvénient, c'est qu'en fait, Microsoft, ils gagnent déjà des sous chaque mois. bah oui. Chaque mois, pouh, tu vois? Tandis qu'en fait, OpenAI, chaque mois, qu'est-ce qu'ils font? Pouh, ils perdent des sous et beaucoup. Et du coup, la manière dont te regardent les investisseurs, elle n'est pas du tout la même si tu es une compagnie mûre, une société établie qui gagne. Parce que la valeur en bourse de Microsoft, elle a beaucoup plus à voir avec ce qu'ils gagnent aujourd'hui que ce qu'ils vont gagner dans 30 ans. Tandis que la valeur d'OpenAI, quand ils ne sont pas cotés, mais disons, quand ils prennent des rentes d'investissement, elle a beaucoup plus à voir avec ce qu'ils vaudront dans 30 ans. Donc, tu n'es pas du tout traité de la même manière par les investisseurs. Et ça, en fait, c'est d'ailleurs pour ça, j'avais déjà cité cet exemple, mais c'est pour ça que la compagnie Dell qui fait des PC, Michael Dell, qui est le fondateur de cette compagnie, il en est parti après l'avoir mis en bourse. Il était devenu très riche. Puis après, il a fallu la réinventer et il l'a sorti de la bourse. Et il y est arrivé. Mais pourquoi il l'a sorti de la bourse? C'était pas pour les beaux yeux de la princesse, c'est parce que comme ça, il pouvait faire du boulot, puis gagner un peu moins pendant X mois, voire années, et puis ensuite revenir à de meilleurs sentiments financiers. Tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, ces CEO, en fait, ils se tapent cette transition en plus en étant scrutés, mais chaque minute. C'est rude, hein? Ouais, tu peux pas travailler tranquillement. Non, tu es tout le temps regardé sous la loupe, le Microsoft tout le temps, en fait. C'est très difficile. Et puis,
d'entraîner allez, entre 30 et 300 000 personnes, suivant l'entreprise, suivant la taille, qui vont aller dans une même direction, bah, bonne chance. Il faut vraiment être bon, c'est vraiment dur. Il faut des CEO. C'est pour ça qu'ils parlent de founder mode CEO. C'est pour ça, parce qu'ils ont déjà le crédit qui leur permet d'imposer des choses. Et puis, c'est cette vision qui est un peu plus grande que quelqu'un qui sera plus un gestionnaire. Voilà, parce que, OK, on vit avec un niveau de risque plus bas, puis on gère les affaires courantes. Là, c'est incroyable quand même. Je trouve que c'est intéressant de parler de ça, en fait. Surtout de notre point de vue, nous qui avons les mains dans le cambouis, quand on parlait tout à l'heure d'innovation destructrice, Mhm. slash disruptive, mais là, c'est vraiment destructrice. Et puis, même une grosse boîte comme Microsoft qui est dans la tech, ok, Ouais. donc des gens qui sont natives, qui adoptent la tech et tout, qui mettent 80 milliards dedans, Mhm. mais eux, ils ont aucune garantie d'être là encore dans 5 ou 10 ans ou peut-être être Bon, réduit à 1000 employés ou autre. alors, ça, je dirais pas. Moi, je pense qu'alors dans 5 ou 10 ans, Microsoft, ils seront toujours là, ça c'est sûr et certain. La question, c'est est-ce qu'ils seront, aujourd'hui, ils sont le gagnant de la révolution des ordinateurs ou du digital, enfin, un des 7 gagnants. Et la question, c'est est-ce qu'ils seront toujours dans les gagnants-gagnants plus tard? Et ça, c'est ça, en fait, qui est en train de se jouer. C'est pas le fait de leur disparition, c'est le fait qu'ils restent dans les numéros 1. Par exemple, une société comme IBM, Attends, juste avant d'aller ouais, là-dessus, tu verrais quoi comme produit qui resterait en fait chez Microsoft? ben, tout leur operating system, des choses comme Excel, Word, ça va pas disparaître comme ça, hein. Parce que oui, mais ça, c'est un peu les anciens. Les anciens, là, ils sont en train de partir à la retraite gentiment. Ouais, 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 mais c'est quand même utilisé par des milliards de gens. Crois-moi, là, il y a de la, il y a de la, il y a de la- il y a de Même l'inertie. l'IA, maintenant, sur ton LLM, il te fait ton tableur Excel et puis Ouais, la tête. disons, je serais pas, je pense que ça va prendre, d'ici qu'on n'ait plus besoin de Word, Excel, PowerPoint du tout, ou d'un operating system, ça va changer, c'est évident, mais le temps, en fait, pour qu'il devienne complètement inutile, il va être très, très long. Et donc, dans les faits, parce que l'adoption, elle prend du temps, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Moi qui utilisais beaucoup PowerPoint pour toutes mes formations et tout, maintenant, j'utilise quasiment plus que Canva. Oui, oui. Non, mais OK. Mais ça, Ah, c'est Excel, toi ça va faire, ouais. Mais, j'utilise Google Doc, vu que je suis sur oui. Google Suite. Mais toi, t'es un early adopter. T'es vraiment, il y a un très bon bouquin que les gens peuvent se procurer qui s'appelle Crossing the Chasm, où en fait, c'est la courbe d'adoption des nouvelles technologies, puis tu as une espèce de vallée de la mort, en fait, entre les early adopters et tous les autres. Et le fait est que toi, tu es dans ce morceau de la Pense courbe qu'on est où, dans le adoption par rapport à tout ce qui est Google, parce que c'est gratuit en fait. Tu vas sur le Google ouais. Doc, PowerPoint, c'est Mais les gens, tu sais, ils sont pétris d'habitude. Il y a énormément de gens dans le monde qui disent, mais attendez, j'appuie où pour faire un email? Ils veulent le même bouton. Donc, je suis pas sûr que... ton beau encore bijou comme ça. Ouais, ouais, il y en a plein. Ouais, Et du coup, je pense qu'en fait, il y a une inertie en fait qui est quand même assez grande. C'est pas pour rien que Microsoft est gratuit pour les écoles. ouais. Tu vois, c'est que tu plantes la graine. Donc, je pense que oui, il y a évidemment un risque, hein. Je dis pas que c'est pas risqué pour eux, mais il y a quand même une immense inertie. Et je pense pas qu'ils sont à risque d'être disruptés en 2 ans. Mais par contre, là où ils sont à risque, c'est de ne plus faire partie des gagnants de demain. Par exemple, IBM, qui était le grand gagnant de la révolution digitale première vague, ils n'ont pas disparu, mais maintenant c'est une boîte de consulting. C'est eux qui ont inventé la première IA qui a gagné contre Kasparov aux échecs. Et ben, ils sont nulle part dans l'IA. Ouais. Moche. Donc, des gens brillantissimes, avec un centre de recherche d'ailleurs à Zurich qui était extrêmement réputé. Ils ont inventé le microscope à force atomique. Enfin bref, ils ont fait plein de choses extraordinaires. Quantique aussi, non? Ouais, mais si tu veux, ils sont plus dans la course. Personne ne parle jamais d'IBM en fait. C'est vrai, c'est fini. Game over. C'est pas fini. L'entreprise, elle existe toujours. Mais ils font du C'est OK, consulting. ils sont là. Donc, moi, j'ai un pote qui travaillait là. Mais Demande ils font plus partie en fait des 10 gagnants que tu mentionnerais aujourd'hui. Alors qu'en fait, ils ont fait la première IA qui a gagné aux échecs. Tu vois, c'est très cruel, hein. C'est très dur parce qu'en fait, les gagnants, ce sont les gagnants qui, bah, par exemple, Xerox.
qui se souvient de Xerox, ils faisaient des imprimantes, ils ont plus ou moins inventé le Mac. Ben voilà, ben Xerox, il n'y a plus, quoi. Enfin, si, ils existent toujours, je pense qu'ils font des imprimantes, mais euh, ce ne sont plus les gagnants du domaine. Et c'est ça, en fait, qui se joue pour Microsoft. Et moi, je pense que Satya, il a vraiment dit ça pour attendrir les employés et faire en sorte qu'ils puissent faire le ménage comme il en a envie. Et puis, attendrir son réseau de distribution, parce qu'il y a plein de partenaires Microsoft qui sont en train de se dire, est-ce qu'il faudrait que je sois partenaire Google ou partenaire, je ne sais pas quoi, OpenAI, ou etc., etc. Donc, en fait, ils veulent les garder. Mais d'un autre côté, dans un même mouvement, ils veulent aussi, un mouvement contradictoire, ils veulent aussi dire à leurs partenaires, ben voilà, il faut vous former à nouveau, il faut apprendre des nouvelles choses, il faut accepter de plus gagner ici, mais de gagner là, etc. C'est vraiment pas simple. Je te l'accorde. Après la seule chose, je vois positive, enfin, une des seules choses positives pour eux, c'est qu'ils ont Microsoft Azure, quoi. Ils sont sur le cloud. Ça, Oui, et c'est pour ça qu'ils ont investi 85 milliards, mais ce n'est pas parce que tu as des ordinateurs et du cloud que tu vas réussir à en faire quelque chose d'utile, de performant et de… L'argent, ça ne fait pas tout. Et je pense, c'est pour ça que moi, ça fait longtemps que je pense qu'en fait, Google, ils sont bien meilleurs parce qu'ils sont nés dans le cloud et dans l'infrastructure et qu'ils ont déjà déployé un produit, à savoir Google Search, qui a été utilisé par l'ensemble de l'humanité en temps réel et de manière extrêmement efficiente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Google, ça marche tellement bien que vous ne savez même pas que ça fonctionne. Ça marche tellement bien que ça disparaît, c'est ambiant comme technologie, on pourrait dire. Tandis que Windows, bon, ben, de temps en temps, ça crache. On est d'accord. Ah oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Donc, ouais, moi, je miserais plus sur Google, mais c'est un sentiment. Peut-être que Microsoft va se refaire et qu'ils vont y arriver, mais je pense que c'est plus dur pour Microsoft. Ouais, et justement, peut-être pour basculer sur tout ce qui est véhicule aussi connecté. Donc, t'as Tesla qui développe sa propre IA, ils ont tout ce qu'il faut à Mhm. l'interne. T'as Google et puis Waymo. Mhm. On voit que c'est un peu les deux qui se partagent toute la tech qu'il y a dans les voitures. Alors, Et ce qu'il y a de différent avec Tesla, c'est que eux, ils ont plus un telco parce qu'ils ont Starlink et qu'ils envoient des satellites pour faire de la télécommunication. Et à mon avis, le nouveau package de 1000 milliards de Elon Musk, c'est d'utiliser les Optimus, donc les robots qui se baladent, et les Tesla comme relais, en fait, pour faire un telco, pour faire des antennes. techniquement, ça, c'est possible. Ouais, et avec la 6G, tu peux le faire. Et à mon avis, c'est ça qui explique ce paquet. 1000 milliards, c'est quand même pas mal d'argent, hein. Il a quand même dû leur promettre un truc qui était un peu sexy, quoi. Ah, j'ai pas entendu cette news. 1000 milliards de quoi? Ouais, de dollars. D'investissement? Non, non, de pognon, de chèques, de primes. Ok. Là, ça devient beaucoup, hein. Et pour promettre à quelqu'un un package à 1000 milliards, il faut promettre un business à, je sais pas, moi, 100 fois 1000 milliards ou je sais pas quoi, tu vois, c'est énorme. Donc, du coup, je pense que le vrai chemin de bataille, il est vraiment dans la combinaison du software et des atomes, des applicatifs et des infrastructures. D'accord? Et il y a quelque chose qui se joue. Et la société, moi, je dirais que les sociétés qui sont bien placées, c'est Apple, parce qu'ils sont déjà dans la poche de tout le monde et puis qui vont bien finir par se retrousser les manches et puis essayer de faire fonctionner ces IA malgré tous les problèmes de business model que ça leur pose. Là où ils ont un gros problème, c'est qu'ils ne sont pas bons pour des infrastructures mondiales et que tu ne te mets pas à faire ça, se trouve pas sous le sabot d'un cheval. À mon avis, les mieux positionnés, c'est Google, mais Tesla, ils sont pas à sous-estimer parce qu'ils ont quand même déjà des petits ordinateurs sur pattes. Une Tesla, c'est un iPad avec des roues, quoi. Ouais. Hein. Et puis, si tu les équipes avec des antennes 6G qui peuvent à la fois recevoir de l'information et servir de relais, si tu as des Tesla partout et des Optimus, pardon, partout, c'est comme si tu avais des antennes Swisscom partout. Mhm. Donc, et puis tu as un effet de réseau, c'est-à-dire plus tu en as, plus ça marche. C'est-à-dire que si on se dit les deux, ben nous, en fait, on va faire des robots ou des voitures électriques, puis qu'on en a trois, ben ça ne fait pas un super réseau.
Mais si tu en as 100 millions, ben, ça fait un super méga réseau. Et en plus, comme Tesla, ils ont leur réseau satellitaire, ça permet de compenser les endroits où il n'y a pas de voitures. Sur la Terre, tu as des voitures. Sur la mer, tu as les satellites. Mm. C'est pas mal. Ouais. En plus, tu as vu, apparemment, il s'est rabiboché avec Trump pendant la Ouais, cérémonie là, oui, oui, si Ah, tu pour veux. toi, c'est un peu de cinéma, toi. Moi, mais complètement. C'est-à-dire que je dis pas que il faut pas se marrer de ce genre d'histoire, mais euh, c'est ce qu'on nous raconte sur des gens qui un jour s'aiment pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas, mais moi, je m'en fiche complètement. Je crois pas qu'en fait, faut pas s'imaginer en fait que les gens, ils ont pas, ce genre de gars, ils n'aient pas une équipe qui gère leur com et la perception qu'on a d'eux. D'accord? Donc, est-ce que ça arrive complètement par hasard? J'y crois pas une seule seconde. Et puis, c'est des gens qui ont un intérêt bien senti, qui se mesurent en général en dollars, et puis qui veulent que le business fonctionne. Et puis que s'il y a du business à faire, tout d'un coup, on est potes. Ok. Parce qu'il avait quand même dit qu'il Ouais, il voulait pas donner les noms de la liste de Jeffrey ouais, ouais. Epstein. Mais, Trump, il est dedans. C'est quand même une grosse accusation, hein. ouais, mais si tu veux, yes, and so what? Si tu veux, ce ne sont pas en fait. Il faut bien réfléchir à ça en fait. À chaque fois qu'on te sert une news et puis qu'on la spin tout le temps, c'est très souvent parce qu'en fait, pour que tu regardes pas ailleurs. Et je pense que ce qu'il faut regarder maintenant, si les gens veulent s'intéresser aux grands mouvements du monde, c'est la fin de l'unipolarité puis de la domination des États-Unis sur l'économie mondiale. C'est aux BRICS qu'il faut s'intéresser, Brésil, Russie, euh, Inde, Chine, Amérique du Sud. Il faut s'intéresser en fait à ces mouvements-là parce que c'est ça en fait qui compte. Il faut regarder en fait à quel point les grands États sont en train de dumper la dette en dollars, etc., etc. C'est là que ça se passe. C'est pas, Oui, c'est c'est pas, pas, c'est c'est sous- pas dans l'amitié de Tartampion avec Tartampion. Je dis pas que c'est pas rigolo, hein. Moi, j'aime bien aussi en discuter, mais je crois pas que ce soit ça c'est un petit peu comme si à la fin de l'Empire romain, on discutait de Cassius qui est plus copain avec machin. Bon, ok, c'est bonnard, ça fait la une des journaux, mais c'est pour la bonne bouche, c'est pour l'anecdote, c'est pour se marrer. Mais c'est pas ça, en fait, qui fait l'avenir du monde. Et ce qui fait l'avenir du monde, c'est qu'en fait, le business model des États-Unis, c'est de fabriquer du dollar. C'est pour ça qu'ils ont plein d'avocats et qu'ils ont plein de financiers et qu'ils ont Wall Street. Puis c'est moins emmerdant de fabriquer du dollar que de fabriquer des ingénieurs. Parce que les ingénieurs ils doivent résoudre des vrais problèmes et faire des infrastructures. Puis qu'en fait, les ingénieurs, ils sont formés en Chine et en Inde et qu'ils sont beaucoup plus du monde réel, beaucoup plus près du monde réel. D'ailleurs, Trump, il essaye de rapatrier les emplois industriels. C'est pas uniquement pour avoir des rednecks qui travaillent dans les usines, c'est aussi pour avoir des gens qui font la conception de cette affaire parce qu'il a, à mon avis, très bien compris qu'il fallait, euh, 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 avec cette dédollarisation, il fallait qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments par rapport aux choses un peu plus crasseuses qui consistent à fabriquer des trucs. Ouais. Et, du coup, bah, ça, c'est un mouvement du monde qui est complètement immense. Et c'est pour dire, je donne cette perspective parce que on ne sait pas en fait comment ça va se dérouler, hein. C'est un moment de changement intense, mais ce qui est certain, c'est que ça, c'est important. Et puis le fait que Musk et Trump soient amis ou pas amis, qu'il y ait une liste avec Epstein ou pas, je ne défends pas, je dis pas que c'est rien ce truc avec Epstein, mais c'est quand même chelou. En fait, il est là, il y a des listes, je ne sais pas pour quel service d'espions il travaillait, mais enfin bref, c'est amusant, ça fait les gorges chaudes, tout le monde s'intéresse. C'est marrant en fait qu'on en parle depuis des années puis qu'il se passe jamais rien. Essaye de le regarder comme ça. En fait, en X années, chaque fois, on te donne une espèce de petit millimètre du truc. Puis du coup, on parle de ça. Puis on ne parle pas du fait qu'en fait, en France, le revenu réel des citoyens baisse à la vitesse grand V. Ouais, c'est vrai. Voilà. On ne parle pas des choses qui comptent, mais on parle du théâtre. Donc moi, à chaque fois qu'en fait, c'est un truc où tu as envie de mordre dedans, parce que la nouvelle, elle est un petit peu, un peu sexy comme ça. Je me méfie. Et puis, regarde, ça fait des années en fait qu'on en parle de cette liste. Ah, lui, il avait annoncé, Trump, il avait Oui, annoncé qu'il
il allait la sortir. Ouais, mais prends ça au niveau méta, en fait. Tu te fais élire, tu dis que tu vas la donner. Une fois que tu es élu, tu la donnes pas, mais on continue d'en parler. En fait, ça occupe le terrain. On parle de ça. C'est vrai. Mais il se passe rien. En fait, on parle de ça, mais on ne parle de rien. Parce qu'évidemment, ça fait appel au bon sentiment. Il y a personne qui dit oui, de contraindre de jeunes filles, même pas majeures, à avoir des relations sexuelles. C'est évidemment que ça choque tout le monde. Donc en fait, et puis d'un autre côté, les gens sont un peu intrigués, et puis ils se disent, mais tiens, qui a dans cette liste? Mais lui, il avait dit qu'il donnerait la liste, mais il n'a pas donné la liste. Kash Patel, qui a été nommé patron du FBI par Trump. Puis on discute que de ça, en fait. On discute que de l'anecdote sur la liste, pas la liste, qui dans la liste, tatati, tatata. Mais en fait, on s'en fiche. Dans 20 ans, ça n'aura absolument plus aucune espèce d'importance. C'est pas ça qui compte. Par contre, le fait que le Venezuela, qui a les plus grandes réserves prouvées de pétrole, se fasse bombarder leur bateau et puis qu'ils fassent une alliance avec la Russie pour l'armement et la Chine pour les infrastructures, ça, c'est énorme parce que ça envoie un signal à tous les pays d'Amérique du Sud qu'en fait, maintenant, il y a une multipolarité qui s'installe et qu'il y a la possibilité de faire alliance avec les États-Unis, avec les BRICS, plutôt qu'avec les États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils sont allés buter un bateau, tranquille le chat. Et ça veut dire que les États-Unis disent clairement aussi aux pays d'Amérique du Sud et aux autres, nous, on ne respecte plus l'état de droit. Donc, ça, ce sont les grands mouvements du monde, si tu veux. Puis, Oui. ça m'a l'air beaucoup plus important que la liste Epstein, qui d'ailleurs a décidé de se pendre en prison. Donc, voilà, ça, c'est un soap opéra, en fait, ce truc d'Epstein. Ouais. C'est une telenovela. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Euh, Tu parlais de réindustrialisation, mais Trump, il essaye de faire revenir Apple et tout. Mais Oui. comment tu fais? Parce que, enfin, en termes d'investissement, ils investissent en masse dans les data centers, ok, pour faire tourner l'IA. Mais quand tu vois que t'as des boîtes en Chine comme Foxconn qui te fabriquent un iPhone, enfin un smartphone par seconde, ils t'en font 500 000 par jour. Enfin, comment il va s'y prendre, tu vois, pour ramener ces connaissances, cette technologie, enfin, quelque chose qu'ils ont fait sur 30 ans, c'est impossible. Bah, c'est vachement difficile. Moi, je comprends qu'il essaye parce que je pense qu'il a raison. Encore une fois, stratégiquement, si tu es plus dans les atomes, tu es cuit. Parce que la vraie révolution de l'IA, à mon avis, se faire à la jonction du physique et du traitement de l'information. Mais bon, bref. Il y a aussi de manière beaucoup plus pragmatique, et puis au level 1, le fait qu'il veut rapatrier des jobs pour les gens qui l'ont élu. Mais c'est pas si facile que ça. Bah ouais. Parce qu'il y a aussi la concurrence. Là, maintenant, on est dans un moment du début de la dédollarisation. Donc, peut-être on peut expliquer aux gens rapidos, en fait, pourquoi le dollar, c'était la monnaie de réserve du monde. C'est parce qu'en fait, pour acheter du pétrole, il fallait payer en dollars. C'était comme ça. Sinon, tu avais des ennuis. Et tous ceux qui ont essayé de faire autrement, ben, ça n'a pas été. Par exemple, il y avait le patron de Total qui avait son Falcon 8X décollant de Moscou. Il avait été faire un deal avec les Russes. Peut-être qu'ils avaient évoqué le fait qu'ils n'allaient plus payer le pétrole en dollars. Bah, il a eu un problème avec un chasse-neige qui était sur la piste à ce moment-là. C'est vraiment pas de chance. Et du coup, si tu veux évoquer l'idée de payer l'énergie qui est le sang et le système veineux du système capitaliste autrement qu'en dollars, c'était mettre en danger le dollar. Et les États-Unis, du coup, ils ont forcé ça, mais à la canonnière, pas parce qu'on aime plus le dollar qu'autre chose. Et du coup, comme maintenant, il y a des alternatives qui arrivent, parce que typiquement, le yuan en Chine, il est garanti en or, et puis que ça commence à prendre une certaine importance, et puis que le poids relatif de l'Occident, à savoir Europe, États-Unis, plus éventuellement le Japon, et Corée du Sud, c'est en train de diminuer proportionnellement. Donc, il y a un système multipolaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un seul pôle, les États-Unis, mais il y en a plusieurs. Et du coup, ça fait que les États-Unis, comme ils étaient dans un système unipolaire où tout le monde devait acheter du dollar, ils pouvaient se concentrer sur la fabrication du dollar. C'était ça leur modèle. C'est pour ça qu'ils forment plus d'ingénieurs et qu'ils n'ont plus besoin de trop s'intéresser au monde réel. Et d'ailleurs, on le voit parce qu'en fait, toutes leurs infrastructures, elles sont en train de partir en steak. Ils n'ont pas fait la maintenance des ponts, des routes, etc. C'est un pays qui devient ancien par rapport à la Chine. Donc, en fait, ils commencent à avoir des problèmes bien réels.
Et puis, quand tu peux simplement vivre parce que tu fabriques du dollar ou que tu exportes ton droit à l'international, bah, tu n'as plus envie de redevenir sanitaire puis d'aller réparer des canalisations. Ça fait mal aux mains. Donc, c'est très, très, très difficile ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Et puis, je doute fort en fait qu'ils y arrivent. Simplement, la question, c'est le taux du déclin et puis limiter, si possible, la violence dans ce genre de transition. C'est pas un truc qu'on sait faire, tu vois. On disait avant, on n'arrive déjà pas on a immense respect pour Nadia Satella, pour Tim Cook, pour tous ces mecs qui essayent de diriger des géants où tu as 100 000 ou 200 000 ou 300 000 employés avec des technos super compliqués. C'est hyper dur quand tu as 100 000 bonhommes. Mais les États-Unis, c'est 350 millions de pelés. Ça fait du monde, tu vois. C'est pas un claquement de doigts, puis tout le monde s'aligne et on fait les choses comme ça. C'est pas si simple, tu vois. Donc, en fait, on est mal armé. On fait croire aux gens qu'en fait, c'est quelque chose de facile, qu'on sait faire. Mais c'est pas vrai, déjà. C'est une expérimentation. On essaie, on fait du mieux qu'on peut. Mais on n'a pas toutes les clés, on ne sait pas tout, on ne peut pas écrire l'avenir, il est par définition impossible à prédire. On peut analyser les choses. Mais moi, je reviens encore une fois au truc, il ne faut pas se laisser avoir par la telenovela. La telenovela, c'est l'histoire à laquelle les gens vont crocher. Et je pense que ça permet de ne pas parler des choses qui fâchent, comme par exemple le niveau de vie. Ça énerve. La qualité du vivre ensemble, etc., etc. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Moi, j'encourage les gens, en fait, à se poser des questions. En fait, quand on vous propose de toujours parler d'un même truc, il faut toujours se demander si le truc est intéressant à titre émotionnel, c'est-à-dire on vous chope avec la dopamine, vous êtes nudgé, ou bien si fondamentalement, c'est quelque chose qui apporte, oui, est-ce qu'il y a un vrai enjeu? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, je pense qu'on pourra développer dans le prochain épisode, hein, Mhm. ces histoires sur les States. Surtout que je pense qu'ils vont pas couler aussi facilement et qu'ils vont essayer de se battre pour Ouais. garder une position Ils dominante. essaient, ouais. Bien sûr. Non, mais ça va prendre du temps, hein. Nous, on n'en verra pas la fin, mais si tu veux, enfin, on ne sait pas, hein. Après, l'histoire, elle est aussi des fois coquine. Elle invente des choses qu'on n'avait forcément pas prévues. Mais oui, on peut faire un épisode sur les États-Unis, ce serait intéressant, parce que moi, j'aime énormément ce pays, mais c'est Et, sûr que là, et comme quoi l'innovation destructrice, elle s'attaque même au pays. exactement, c'est ça, c'est ça. La PME, mais c'est T'as coin a huge term. C'est énorme, énorme. Bon, c'est con d'être associé à destructeur, mais c'est le CIS. bah, c'était qu'est-ce qu'il a dit? C'était Pablo Picasso. Il a dit dans toute création, il y a d'abord un acte de destruction. J'ai trouvé ça intéressant. C'est Donc, ce beau. sera la citation qui va nous accompagner, qui va un peu mettre le cadre, la culture de l'événement. Pascal, merci beaucoup. Merci à toi, Younes. Bonne journée.